Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer la partie sur les fonctions convexes et nous allons étudier les liens qui existent entre les notions de convexité d'une fonction et de régularité de cette fonction. Nous nous placerons dans le cadre suivant. I est un intervalle de R et f est une fonction qui va de I dans R et nous allons utiliser la notion d'intérieur d'un intervalle. Donc, si A est la borne inférieure de I, éventuellement moins l'infini, si B est la borne supérieure de I, éventuellement plus l'infini, alors I, eh bien, c'est un intervalle ouvert AB, c'est-à-dire que c'est I privé de ces bornes. Commençons par un premier résultat qui est hors programme en MPSI, mais qui est quand même très intéressant pour comprendre ce qu'est une fonction convexe. Donc, premier théorème, on suppose que f est convexe. Et alors, pour tout point A à l'intérieur de I, f est dérivable à gauche et à droite en A. Et on a aussi la comparaison. La dérivée de f à gauche en A est inférieure ou égale à la dérivée de f à droite en A. Et ce que l'on aura de plus, c'est que f est continu en A. Donc, nous allons démontrer ce théorème qui repose assez simplement sur la caractérisation de la convexité d'une fonction par la croissance de ses pentes. Donc, si je prends 3 points x, a et y à l'intérieur de I, eh bien, on a par la convexité de f que le taux d'accroissement de f entre a et x qui est inférieur ou égal au taux d'accroissement de f entre a et y. Ça, c'est par croissance de la fonction taux d'accroissement de f en a. Et donc maintenant, cette fonction taux d'accroissement de f en a est croissante sur i à gauche de a, donc sur i intersecté avec moins l'infini a, majorée sur ce même ensemble, donc à gauche de a, par le taux d'accroissement de f entre a et y, et donc par limite monotone, ce taux d'accroissement admet une limite à gauche en a, c'est-à-dire que f est dérivable à gauche en a, et on obtient que la dérivée à gauche en a de f est inférieure ou égale au taux d'accroissement de f entre a et y. Et ensuite, c'est la même histoire, la fonction taux d'accroissement de f en a, à droite de a, c'est une fonction croissante, elle est minorée à droite de a par ceci, donc toujours par limite monotone, cette fonction admet une limite à droite en a, et donc ce qui signifie que f admet plutôt est dérivable à droite en a, et on obtient toujours par limite monotone que la dérivée à droite de f en a est plus grande que la dérivée à gauche de f en a. Et donc ce que l'on vient de voir, c'est que f est dérivable à droite et à gauche en a, donc est continu à droite et à gauche en a, donc est continu en a. Donc, qu'est-ce que cela signifie ou du moins qu'est-ce que cela ne signifie pas? Attention, une fonction convexe n'est pas nécessairement continue, elle peut être
discontinue aux bornes de son intervalle de définition. Et ensuite, attention, une fonction convexe n'est pas nécessairement dérivable. L'exemple le plus élémentaire et le plus important, c'est celui de la valeur absolue. La fonction valeur absolue est convexe sur R. Je vous laisse réfléchir à pourquoi est-ce qu'elle est convexe sur R. C'est complètement élémentaire. Et puis n'est pas dérivable. Bon, bien entendu, vous connaissez son graphe, donc je n'ai pas besoin de vous le retracer, mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à le faire. Et c'est un exemple que l'on manipulera en fait assez peu, mais quand même intéressant. Alors maintenant, nous allons étudier ce qui se passe pour les fonctions dérivables, et nous allons établir une condition nécessaire et suffisante pour que cette fonction soit convexe. Donc, deuxième théorème, une caractérisation. Si f est dérivable, alors f est convexe si seulement si la dérivée de f est croissante. Donc ça, c'est un résultat assez important. Nous allons le démontrer. Alors, il repose principalement sur le théorème des trois pentes que nous avons démontré dans la vidéo précédente. Donc, on suppose d'abord que f est convexe. Donc, on va prendre A et B dans I avec A est strictement plus petit que B. Et on va prendre X à l'intérieur de AB. Alors moi, ce que je vous suggère de faire systématiquement, c'est quand vous voulez utiliser le théorème des trois pentes, de faire un petit dessin. Hop, on place A, on place X, et on place V, et on trace les trois cordes dont on considère les pentes. Une ici, et ici. Et donc, par le théorème des trois pentes, on a que le taux d'accroissement de f entre A et X, donc hop, la pente de cette corde-là, est inférieur ou égal au taux d'accroissement de f entre A et B, donc la pente de cette corde-là, qui est inférieur ou égal au taux d'accroissement de f entre X et B, donc la pente de ces cordes-là. Et ce que l'on va faire, c'est, par exemple, dans cette inégalité là, on va passer à la limite lorsque x tend vers a. Donc, le taux indice f entre ax, le taux d'accroissement de f entre ax est plus petit que le taux d'accroissement de f entre a et b. Et donc, par passage à la limite qui existe car f est dérivable lorsque x tend vers a, on obtient que f' de a est inférieur ou égal au taux d'accroissement de f entre a et b. Et de même, le taux d'accroissement de f entre a et b est inférieur ou égal au taux d'accroissement de f entre x et b. Donc c'est la deuxième inégalité que nous avions. Et donc, par passage à la limite, lorsque x tend vers b, on obtient que le taux d'accroissement de f entre a et b est inférieur ou égal à f' de b. Donc ce qu'on a comme conclusion, c'est que f' de a est inférieur ou égal à f' de b. Donc, la dérivée de f est croissante. Nous allons maintenant démontrer la réciproque. Donc, réciproquement, nous allons supposer que la dérivée de f est croissante et nous allons montrer que f est convexe. Et pour cela, nous allons vérifier
l'inégalité qui est donnée dans le théorème des trois pentes. Donc nous allons considérer A, B, C, trois points de I ordonnés comme suit. Et nous allons appliquer le théorème des accroissements finis entre A et B et entre B et C. Donc comme f est dérivable, nous pouvons appliquer le théorème des accroissements finis. Donc je l'applique sur le segment AB. Il existe x entre A et B tel que f de B moins f de A sur B moins A est égal à f' de x. Et je l'applique sur le segment BC. Il existe y entre B et C tel que f de C moins f de B sur C moins B est égal à f' de y. Et comme f' est croissante, et comme x est strictement plus petit que y, on a une première inégalité f de b moins f de a sur b moins a qui est inférieur ou égal à f de c moins f de b sur c moins b. Alors, il ne nous reste plus qu'à obtenir le troisième terme de l'inégalité des trois pentes, du terme des trois pentes. Alors, si vous avez bien suivi ce qui se passe dans le terme des trois pentes, vous avez vu, compris qu'il suffit d'avoir deux inégalités pour obtenir la troisième. Alors, pour retrouver ça, on le fait tout simplement en multipliant cette inégalité par la quantité positive fois donc b moins a fois c moins b, strictement positive. Et après petite réorganisation que je vous laisse mener, on obtient c moins a fois f de b plus b moins c fois f de a plus a moins b fois f de c qui est négative. Alors, et ce que l'on observe, c'est que cette quantité à gauche est symétrique en ABC. Bon. Donc, vu que c'est symétrique en ABC, eh bien, en fait, on peut complètement permuter les A, B et C. Et donc, on obtient, en permutant A, B et C, la chaîne d'inégalité ou la troisième inégalité manquante du théorème des trois pentes. Donc, on en conclut que F est convexe. Alors, ce théorème est intéressant, mais on l'utilisera assez rarement car la plupart du temps, nous travaillerons avec des fonctions deux fois dérivables. Et le corollaire que nous pouvons énoncer, qui est en fait le résultat en pratique le plus utile, c'est que si f est deux fois dérivable, alors f est convexe si et seulement si la dérivée seconde de f est positive. Et c'est le théorème que vous aviez au lycée. Donc par exemple, on trouve facilement que la fonction exponentielle est convexe sur R, un premier exemple important. Et deuxième exemple important, si alpha est supérieur ou égal à 1, la fonction qui a x donne x puissance alpha est convexe
sur R étoile plus. Ça, c'est encore une fois quelque chose un exemple assez important. Alors, nous allons continuer notre étude des fonctions convexes et nous allons terminer en fait l'étude géométrique des courbes des fonctions convexes en donnant une dernière caractérisation. Donc c'est le théorème suivant. Pour les fonctions dérivables, on va parler de tangente. Donc si f est dérivable, alors f est convexe si et seulement si sa courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. Donc, c'est ce que nous allons démontrer. Alors, on va commencer par faire un petit dessin. Hop. Et on va positionner une tangente. Hop, comme ça. Donc là, on va avoir un point A. Et là, on va avoir un point X. Donc ici, on a la fonction f. On a la tangente de f, plutôt de la courbe de f. Tangente à la courbe de f en A. Donc là, on a comme ordonnée f de x. Et là, on a comme ordonnée, bien sûr, f de a plus x moins a fois f' de a. Donc ce que l'on va montrer, c'est que f est convexe si et seulement si, pour tout x et a dans i, f de x est supérieur ou égal à f de a plus x moins a fois f' de a. Donc, on le montre encore une fois par double implication. On va supposer que f est convexe. Donc, on va considérer x et a dans i. Alors, bien sûr, si x égale a, on a bien entendu f de x égale f de a plus x moins a f' de a. Bien entendu, les deux points sont confondus. Donc, on suppose que x est différent de a. Et donc, nous allons appliquer l'égalité des accroissements finis. Comme f est dérivable, donc on applique le théorème des accroissements finis, l'égalité des accroissements finis. Et donc, il existe C entre A et X tel que f' de C est égal à f de X moins f de A sur X moins A. Et donc, nous allons raisonner par disjonction de cas. Si X est plus grand que A, eh bien, on a X moins A qui est strictement positif, mais aussi par croissance de la dérivée de f, car f est convexe, nous avons f' de x est supérieur ou égal à f' de a, f' de c. Et donc nous avons f de x moins f de a sur x moins a, je vous le rappelle, le dénominateur est positif qui est plus grand que f' de a, ce x moins a étant strictement positif, on obtient bien en multipliant par x moins a, f de x est supérieur ou égal à f de a plus
x moins a fois f' de a. Et c'est la même chose si x est strictement plus petit que a. On a cette fois x moins a négatif, donc on va avoir une inversion des inégalités, mais on aura f' de c inférieur ou égal à f de a, à f' de a, donc on retombera exactement sur la même chose. Donc maintenant nous allons étudier la réciproque. Donc réciproquement, nous allons supposer que la courbe de f est toujours au-dessus de cette tangente. De ces tangentes. Donc on va considérer x et y dans I, lambda dans 0, 1 ouvert. Je vous rappelle que pour lambda égale 0 et lambda égale 1, l'inégalité de convexité est vérifiée de manière évidente. On pourrait faire lambda égale 0 et lambda égale 1 ici sans que ça nous pose trop de problèmes. On considère A qui est égal à 1 moins lambda fois x plus lambda fois y. C'est bien un point de I. Et donc, ce que l'on va considérer, c'est la tangente à la courbe de f en A. Donc, la courbe de f est au-dessus de sa tangente en A. Donc, on a simultanément f de x qui est supérieur ou égal à f de a plus f' de a facteur de x moins a et f de y qui est supérieur ou égal à f de a plus f' de a facteur de y moins a. Et là-dessus, nous allons multiplier la première par 1 moins lambda, qui est strictement positif, et la deuxième, va la multiplier par lambda, qui est strictement positif. Donc, on obtient que 1 moins lambda f de x plus lambda f de y est supérieur ou égal à. Donc, on va avoir du 1 moins lambda f de a plus lambda f de a, donc on obtient du f de a. Et on va avoir du f' de a, facteur de 1 moins lambda fois x moins a, plus lambda fois y moins a. Ce que l'on peut écrire. Donc 1 moins lambda facteur de x moins a, plus lambda facteur de y moins a. Et ceci, on peut remarquer, on peut par exemple sortir le a. On a du moins a fois 1 moins lambda a. Donc c'est du 1 moins lambda x plus lambda y moins a. Bref. Ceci est nul. Donc on obtient bien f de a, donc f de 1 moins lambda fois x plus lambda fois y, qui est inférieur ou égal à 1 moins lambda f de x plus lambda f de y. Ainsi, f est convexe. Tout simplement. Donc ça, c'est un résultat intéressant. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est résumer tout ceci pour les fonctions concaves. Donc, un corollaire immédiat, parce que les fonctions concaves sont tout aussi intéressantes que les fonctions convexes. Donc, c'est premièrement, si f est dérivable, alors f est concave si et seulement si la dérivée de f est décroissante, ou si et seulement si la courbe de f est en dessous de toutes ces tangentes. Et dans le cas où f est deux fois dérivable, f
est concave si et seulement si la dérivée seconde de f est négative. Et donc, nous avons immédiatement un exemple, peut-être l'exemple le plus important de fonction convexe ou concave, c'est la fonction logarithme népérien. C'est une fonction concave sur R bien sûr, et cela se vérifie de manière immédiate avec le deuxième point de ce corollaire en la dérivant deux fois. Alors, une dernière chose qui n'est pas explicitement au programme, mais qui est au programme de terminale, donc je vous fais un petit rappel, c'est ce qu'on appelle les points d'inflexion. Donc un point d'inflexion, c'est un point où il y a changement de concavité dans la courbe d'une fonction. Donc, une définition. Si f est continu, si A est un point intérieur à I, je dis que A est un point d'inflexion pour f, s'il y a changement de concavité pour la courbe de f en A, donc s'il existe un paramètre epsilon strict en positif, tel que f restreinte à A moins epsilon A, donc à gauche de A, et f restreinte à A plus epsilon, soit de convexité-concavité opposée. C'est-à-dire l'une est convexe, l'autre est concave. Et la proposition que l'on a immédiatement, d'après ce que l'on vient de dire, c'est que si f est deux fois dérivable, eh bien tout point d'annulation autour duquel, tout point d'annulation de la dérivée seconde de f, en lequel la dérivée seconde de f change de signe, c'est-à-dire qu'il y a un signe strict à gauche et à droite de ce point d'annulation, et les deux signes à gauche et à droite de ce point d'annulation, au voisinage de ce point d'annulation, sont différents. Eh bien, alors, A est un point d'inflexion pour f. Donc, pardon, j'ai pas dit A, donc tout point d'annulation de f seconde en lequel f seconde change de signe, on va plutôt dire, est un point d'inflexion pour la fonction f. Et alors, la tangente à la courbe de f en ce point traverse la courbe de f. Et vous devez savoir qu'il y a certaines fonctions qui admettent des points d'inflexion bien connus. Je vous laisse les dessiner. Donc ce sont les fonctions x donne x puissance n, où n est impair. Sinus parabolique, tangente, toutes ces fonctions admettent un point d'inflexion en zéro. Donc ce sont toutes des fonctions où on a un comportement de ce type. On a une partie concave, alors je vais dessiner, une partie concave et une partie convexe. Et on a en zéro une tangente horizontale qui traverse la courbe. Voilà pour cette vidéo et voilà pour ce qu'il y a à savoir en MPSI sur les fonctions convexes.